sais pas on est ou enfant des villes ou enfant des paysages, ou enfant de la campagne peut-être. Alors moi je suis entre les deux, enfin je viens de province, du côté de Saint-Étienne. Le goût des jardins, il vient de l'enfance, de l'adolescence. Je me suis occupé assez tôt d'un jardin dans la plaine du Forêt. Donc j'ai appris à jardiner avant tout. J'avais le rêve à un moment de devenir paysagiste et puis on m'avait expliqué qu'il faut savoir dessiner, donc c'était pas du tout mon cas. Et puis après avoir fait des études de biologie, j'ai bifurqué vers l'histoire des jardins. J'ai eu l'occasion de d'étudier à l'école du paysage de Versailles et j'ai découvert l'histoire des jardins. C'était vraiment une vocation et ensuite j'ai continué un parcours vers l'histoire de l'art. Parce que les jardins sont aussi un moyen de déambuler et de flâner. Je pense que le grand public a peut-être moins de références en matière d'histoire des jardins et de jardin, d'art des jardins. Est-ce que le jardin est un art? C'est aussi une autre question que dans d'autres domaines parce qu'il s'est moins enseigné. Donc on a souvent des catégories comme ça toutes faites, le jardin anglais, le jardin français, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tout se réduit à cette opposition un peu schématique? Ça c'est une première chose. Et puis aussi, bon, c'est vrai que le jardin est un art abstrait. Moi, je le compare souvent à la musique ou à la danse. C'est pas comme la poésie ou la littérature où il y a le texte, ou bien la peinture, le cinéma où il y a l'image. C'est autre chose. C'est un art où ce sont des lieux qui sont construits d'abord avec la nature. Donc il y a cette hybridation entre nature et culture qui est fascinante et qui est aussi complexe, paradoxale justement. Des lieux, ce sont des œuvres ouvertes qui ont un rapport au temps particulier parce qu'un jardin, c'est un processus continu. Les jardins sont plantés pour évoluer au gré des saisons. Le jardinier modifie tous les jours infiniment, mais de manière constante ce qu'on voit. Les saisons, évidemment, la lumière de jour. Donc il y a cette temporalité qui est particulière. Le mouvement, le fait qu'on est plongé, on est dans l'œuvre, on n'est pas face à un tableau, ou à distance, on est plongé, on vit de l'intérieur. Ça, c'est des éléments fondamentaux. Donc peut-être c'est aussi cette ambiguïté. C'est vrai que les jardins n'ont pas toujours été reconnus comme aujourd'hui ou à d'autres époques. Il y a ce morceau de l'esthétique de Hegel qui est extraordinaire, où Hegel dit que les jardins ne font pas partie du système des beaux-arts. C'est comme la danse, parce que ce sont des arts amphibies. Ce n'est pas des vrais arts, parce qu'ils ne peuvent pas avoir ce langage, cette autonomie du langage comme la poésie ou la peinture. Il y a trop de nature dans les jardins, mais c'est aussi ce qui fait justement leur richesse. Comme dans toute forme de création, il y a peut-être des critères, comme vous dites, qui relèvent d'une profession, d'un savoir-faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait de manière juste? Il y a aussi des critères qui sont de l'ordre de la perception esthétique. Et alors là, les goûts changent. Chaque époque, chaque personne, chaque individu a une sensibilité différente. Il y a des gens qui adorent les formes souples, libres. Il y en a d'autres qui sont fascinés par la géométrie, par exemple. Peut-être moi, mes critères, c'est la capacité de la création du jardin à révéler les potentialités d'un site. Ça, c'est essentiel. Vraiment, chaque jardin est unique parce que le lieu est unique sur Terre. La manière aussi dont on conçoit le jardin par rapport aux visiteurs, non seulement, ça c'est évident, mais aussi par rapport aux jardiniers, par rapport à la manière dont il sera entretenu. Parce que tout vrai jardin, il n'existe que s'il est entretenu quotidiennement. Il n'y a pas de jardin sans jardinage. Et donc, cette intelligence du projet qui prend en compte la manière dont ce jardin est une œuvre ouverte, comme je disais, un processus continuel, ça c'est fondamental. Alors cette frénésie absolue, je ne sais pas, elle est relative parce que ça fait 20 ans qu'on dit que les jardins sont fondamentaux, donc c'est quelque chose qui se confirme sans arrêt, c'est pas une mode, justement, c'est la conséquence d'une toute une série de facteurs fondamentaux, la conscience écologique, la sururbanisation, aussi l'hypertechnologisation de notre monde qui fait qu'on a besoin de cette présence de quelque chose qui est spontané, qui nous échappe, qui renvoie à quelque chose qu'on appelle la nature. Alors peut-être certains des enjeux, c'est
le partage social. Je suis très intéressé par tout ce qui se passe au niveau des jardins partagés, à Paris par exemple, mais dans beaucoup de villes. L'idée qu'on peut, à partir d'un jardin, créer des liens sociaux, faire se rencontrer des générations, des cultures. Peut-être aussi une idée, alors, là aussi la question mériterait des heures pour y répondre un peu complètement, mais peut-être l'idée et c'est une idée qui fait son chemin aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément toujours à intervenir, on est dans un monde où on veut tout contrôler, on veut toujours tout prévoir, et que la nature dans la ville, ce qui n'est pas que le jardin, c'est aussi cette spontanéité, ce qui nous échappe, les herbes qui poussent dans les trottoirs, et qu'il faut laisser faire. C'est ce que Gilles Clément a baptisé le tiers-paysage, qui est cette formidable idée que moins on intervient sur un lieu, plus il est riche en biodiversité. Donc il faut aussi savoir ne pas intervenir, laisser des réserves, du disponible, comme le disent certains architectes, pour faire que les choses adviennent et que la nature, qui est quand même aussi avant tout cette capacité de la vie à germer, et au-delà des catastrophes. Quand on pense à Tchernobyl, on va voir peut-être ce qui se passe au Japon malheureusement, mais voilà, c'est aussi ce qui compte dans cette présence de la nature, ou ce retour de la nature, ou cette tolérance de la nature en ville. Quand on aime les jardins, je pense que les plus belles émotions, c'est ces moments de grâce où il y a une floraison, un coup de lumière, un nuage qui passe, et tout à coup il y a quelque chose qui nous échappe totalement et qui est de l'ordre du ravissement au sens fort du terme. On est emporté par la grâce peut-être, je ne sais pas, et on n'a pas besoin de croire en Dieu pour sentir ça dans les jardins. Justement, les jardins ont été un peu mal vus parce qu'on considérait que c'était des lieux élitistes, des lieux où on n'était qu'entre happy few, alors qu'on a une très forte tradition du jardin public depuis la fin du XVIIIe siècle, le XIXe siècle. Et donc aujourd'hui, c'est fondamental justement, créer des jardins. Il y a aussi des jardins privés, bien sûr, mais des jardins publics, ce sont des lieux qui doivent être des lieux de réunion. Et puis peut-être, alors faire salon, je ne sais pas si Corajou pensait à ça, mais c'est peut-être justement que dans un salon, on peut faire tout, on peut discuter, on peut manger, on peut lire, et on peut s'allonger. Donc un jardin, c'est fait aussi pour ça. Il ne faut pas que les usages soient figés, il faut qu'on puisse... les plus beaux lieux sont ceux qui ont été pensés pour que les gens y fassent ce dont ils ont envie. Un moment éternel, alors il faudrait choisir un grand jardin pour être pas trop s'ennuyer, je sais pas. Alors je pense comme ça qui me vient, mais Wörlitz, près de Dessau en Allemagne, du côté de Berlin, qui est un très très beau jardin, un très grand parc du XVIIIe siècle, qui est un lieu extraordinaire avec de l'eau, tout un tas de fabriques, des ponts, toute une collection de ponts qui était imaginée par un prince qui était fou de jardin, qui avait visité l'Angleterre, où il y a toute une série de grottes initiatiques, il y a un grand volcan artificiel, qui évoque le Vésuve, où on faisait des feux d'artifice. Je sais pas, un lieu mais bon, il y en aurait tellement que... De toute façon, si on imagine le paradis comme un jardin, c'est peut-être justement que le jardin concentre ce qu'on attend et notre idée du bonheur, finalement.